Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir au commandant Jacques Roger et à tous les auditeurs qui nous suivent ici fidèlement. Nous vous remercions pour la confiance que vous placez en nous pour débattre des sujets de la politique ivoirienne. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Jean-Louis Billon. Nous en parlons tout simplement parce que nous trouvons que certains hommes ne savent pas faire la différence entre l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Et quand vous ne savez pas faire cette différence, vous prenez des décisions ou bien vous faites des choix qui plus tard vous emmènent dans l'humiliation et dans la honte. En temps normal, un être humain normal qui a le sens de l'honneur, qui a le sens du respect de soi, cette personne-là aurait manifesté un petit recul face à certaines situations, comme le cas de M. Jean-Louis Billon. Vous savez, nous avons parlé ici tous les jours. Vous connaissez la position de Sister Sarah par rapport à M. Jean-Louis Billon et le PDCI-RDA. M. Tidiane Thiam a fait l'effort de vouloir accommoder M. Jean-Louis Billon parce qu'il avait pensé que ça pouvait aider à résoudre les problèmes de son parti et surtout, à ne pas exposer son parti sur la place publique. Et malheureusement, en voulant le faire, eh bien, M. Jean-Louis Billon s'est plutôt conforté dans sa position et est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous voyons un peu dans quelle spirale il se trouve, puisque M. Jean-Louis Billon doit tout faire pour accomplir la promesse qu'il a faite au RDR, puisque quand il quittait le RDR pour aller au PDCI, aujourd'hui, les événements nous montrent que M. Jean-Louis Billon avait déjà un agenda. Les événements nous montrent que M. Jean-Louis Billon avait déjà été mandaté par M. Alassane Ouattara pour infiltrer le PDCI afin que, au moment venu, il puisse démonter le PDCI. Nous savons que la présence de M. Henri Konan Bédié avait joué un très grand rôle dans dans le manque d'exécution de ce programme, parce que M. Bédié, c'était pas n'importe qui, et certainement qu'en face de lui, M. Jean-Louis Billon ne pouvait vraiment pas mettre en exécution son plan. Mais une fois que M. Bédié est décédé et que M. Tidiane Thiam apparaît, eh bien, Jean-Louis Billon s'est dit, écoutez, fair game, nous sommes à peu près de la même génération, c'est mon aîné peut-être de quelques années, oui, mais je peux l'affronter et je peux essayer de détruire le parti sous sa présidence. Et vous avez l'élément qui avait commencé tout à l'heure, que Jacques avait commencé après son billet. Dans cet élément, si vous l'avez bien suivi, j'ai trouvé que le monsieur qui parlait avait une très bonne analyse. Il était plus lucide d'ailleurs que les militants du PDCI-RDA qui n'ont pas su réaliser que Jean-Louis Billon était le serpent qu'on avait mis au milieu d'eux et qui aujourd'hui crache son venin parce qu'il a une opportunité. Les serpents, c'est comme ça. Ils attendent toujours une opportunité pour frapper. Heureusement que c'est le PDCI, que ce n'est pas un petit parti. Heureusement que les gens en face de Jean-Louis Billon sont des politiciens aguerris et expérimentés qui ont su déjouer son plan de mettre le PDCI sous tutelle. Et aujourd'hui, M. Jean-Louis Billon revient encore avec une autre attaque contre le PDCI-RDA, un parti dans lequel il ne milite pratiquement plus. Lui et Valérie Yapo, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens leur donnent une oreille de l'audience, je ne sais pas. Parce que Jean-Louis Billon ne fait pas partie du PDCI. J'aurais été M. Tidiane Thiam, je vous assure que j'aurais pris le taureau par les cornes et je l'aurais chassé en pleine journée avec une très belle lettre écrite pour qu'ils comprennent que le PDCI ne veut plus de lui. D'ailleurs, M. Jean-Louis Billon n'a jamais été PDCI. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens font la politique avec le mensonge. Parce que quand M. Jean-Louis Billon dit que quand les leaders du parti n'étaient plus là,
c'est lui qui finançait le parti, c'est lui qui faisait ceci et qui faisait cela. Mais n'oublions pas qu'il n'était pas le seul Richard du PDCI. M. Bédier pouvait ne pas être en Côte d'Ivoire peut-être, mais M. Bédier n'était pas un paumé ni un fauché. Donc, il ne peut pas nous dire vraiment qu'il était le seul riche de ce parti. En plus, quelqu'un qui gère la compagnie de son père. Donc, ce n'est pas aussi évident. Et on ne peut pas utiliser cela pour prendre un parti en otage. Alors aujourd'hui, Mme Valérie Yapo et M. Jean-Luc Billon se battent les masques. Leur vrai visage est sorti. Et j'espère que les militants du PDCI ne tomberont pas dans le piège de la violence. On n'a pas besoin d'aller contre Valérie Yapo avec la violence. Tout ce qu'il faut faire, c'est de la laisser aboyer et puis de l'ignorer parce que c'est une femme dont la destinée vient d'être assassinée dans l'œuf. C'est-à-dire que ça n'a même pas sorti de l'œuf, ça n'a même pas germé, que Ouattara a déjà tué ça. Pour tous ceux qui ne le savent pas, faites attention au compromis avec le président Ouattara et son pouvoir. Parce que tous ceux qui s'allient au président Ouattara, je vous assure qu'ils finissent très mal. Regardez en Côte d'Ivoire, tous ceux qui font le travail pour M. Ouattara, ils finissent mal. S'ils sont encore vivants, Dieu merci. Sinon, ils finissent très mal. Et ils vont tous finir mal parce que M. Ouattara s'en fout. Le président Ouattara que vous voyez là, pour son pouvoir, il s'en fout. Il n'y a pas de reconnaissance. Ce n'est pas une affaire de c'est grâce à lui là, c'est lui là qui a fait ci, qui a donné sa poitrine pour moi. Non, le président Ouattara s'en fout de cela. Ce qui l'intéresse lui, c'est son pouvoir. Alors, Valérie Yapo et Jean-Luc Billon, bon, ils le savent de toutes les façons que leur carrière politique est décédée. En tout cas pour 2025, et puis peut-être les prochaines années, puisqu'il vient de créer une structure politique, peut-être que les prochaines années, il pourra se relever pour faire face aux réalités politiques en Côte d'Ivoire. Et ça encore, c'est sous un nouveau président, puisque nous sommes convaincus que le président Ouattara va partir en 2025. Alors, donc, ce soir, nous parlons encore du traître Jean-Luc Billon. C'est un traître. Il n'a jamais cessé d'être RDR. Il a toujours été RDR, il mourra RDR, et aujourd'hui, tout le tapage qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il est RDR et qu'il veut que Ouattara reste au pouvoir. Ce n'est pas un démocrate quand il dit que c'est lui qui a été le premier à annoncer sa candidature. Mais que vaut une candidature annoncée sur la base d'accords de traîtrise contre ton parti? Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. On s'en fout si Jean-Luc Billon a annoncé sa candidature. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un traître. Et les traîtres finissent toujours mal. Et sa carrière politique est en train de prendre un sale coup, justement parce que tous les traîtres finissent mal. Qu'il aille demander un peu à son tonton Afin Guessan, qui aujourd'hui est là, qui se bat, qui se débat pour reconquérir la crédibilité des Ivoiriens, sa crédibilité à lui plutôt. Mais personne ne veut lui accorder sa confiance parce qu'il a déjà mangé dans la marmite de la sorcellerie RDR. Et quand on mange l'argent de M. Ouattara, croyez-moi, on ne s'en sort pas aussi facilement. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Luc Billon demande que les structures du PDCI organisent une convention. Enfin, il veut dicter un peu les règles du jeu au PDCI alors qu'il n'est absolument rien par rapport à ce parti. Absolument rien. Il n'a aucun poids politique dans le PDCI. Il n'a même aucun poids politique en Côte d'Ivoire. Qui le connaît en Côte d'Ivoire? On le connaît pourquoi? Parce que c'est un petit métis, parce qu'il s'habille dans de jolis costumes. Mais sinon, sur le plan politique, il ne compte même pas 1% en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de parti politique. Il veut se greffer sur le PDCI-RDA pour accompagner M. Ouattara à la présidence en 2025. C'est son problème. Mais en tout cas, pour les Ivoiriens, Jean-Luc Billon ne représente aucun poids politique en Côte d'Ivoire. Ce sont des faits, hein. On n'est pas en train de le diminuer, mais c'est la réalité. Comme je vous l'ai dit ici une fois, s'il avait déjà compris, qu'il avait été intelligent pour créer son parti politique depuis 2015, au moins son parti aurait eu aujourd'hui 10 ans d'existence, ça lui aurait déjà donné une notoriété, ça aurait montré aux Ivoiriens qu'on peut compter avec lui. Mais quand on sort comme un champignon sur les racines d'un palmier qui est mort et qu'on veut se lever pour faire croire aux gens qu'on est le candidat adéquat contre Ouattara,
Qu'est-ce que Jean-Luc Bion peut faire contre Ouattara quand il s'est mis d'accord avec Ouattara pour kidnapper le PDCI? Qu'est-ce qu'il peut donner? Rien du tout, mes amis, rien du tout. Alors, nous allons parler de ça ce soir très rapidement. Et puis après, ben voilà, la vie continue. Nous savons que Jean-Luc Bion, sa carrière politique, il a tué dans l'œuf avant même qu'elle ne sorte. Lui et Valérie Yapo, sa chérie Coco, qui était à sa conférence de presse d'ailleurs, comme disait quelqu'un dans un groupe chat, quelle coïncidence, quelle belle coïncidence. Voilà, on nous avait fait croire que Bion n'avait rien à voir avec cette histoire. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Elle vient soutenir son ami, son ami de lutte dans la traîtrise. Voilà, dans la traîtrise la plus absolue. Ça fait pitié quand les gens n'ont pas d'honneur, je vous assure. Un traître, c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur. Un traître. Il peut parler, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut rouler les airs, il peut porter les plus beaux costumes, Super 100, Super 300, appelez ça comme vous voulez. Il peut même rouler la plus belle voiture de la terre, mais un traître, c'est un traître, il n'a aucun honneur. Et M. Bion a perdu son honneur parce que c'est un traître. Voilà, un traître au milieu du PDCI. Il est temps que les leaders du PDCI comprennent qu'ils doivent écrire une lettre officielle pour dire à M. Jean-Luc Bion qu'on le chasse. Il faut le chasser comme un petit malfrat qu'il est. Il faut le chasser parce que c'est un petit malfrat au sein du PDCI. Il peut être un bon type dans sa compagnie, un bon type dans la société. D'ailleurs, moi, je l'aime, Jean-Luc Bion. C'est un joli monsieur, tout ça on voit, mais c'est un traître. Et comme je vous le dis, les traîtres là, ils n'ont pas une longue vie dans ce qu'ils font. Quand je dis longue vie, je veux parler de la politique. Voilà. Tous les traîtres finissent mal. J'insiste là-dessus, parce que ce sont des règles naturelles que Dieu lui-même a établies. Tous ceux qui font la traîtrise là, ils ne vont pas loin dans leurs histoires. Là. Ça finit toujours par se gâter dans leurs mains. Et c'est le cas de Jean-Luc Bion. Maintenant, il est en train de chercher une nouvelle bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher pour continuer à persécuter le PDCI RDA comme si... écoutez, moi, quelqu'un qui dit qu'il aime son parti, quelqu'un qui dit qu'il a tellement dépensé pour ce parti, ne peut pas faire ce que Jean-Luc Bion est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ça ne matche pas, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas dire qu'on aime un parti politique et persécuter les leaders de ce parti. C'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Et pendant ce temps, on fait la part belle à l'ennemi de son parti. Alors, tout ce que M. Bion fait, c'est pour qui? Qui est-ce que ça arrange? Mais la réponse est très simple. Et je vais la demander à tous mes panélistes s'ils sont avec moi. Je ne sais pas si M. Adjei est là, Pasteur Aka est là, et M. Dougan, si vous êtes là, je vous salue. Bonsoir. Bon, apparemment, ils ne sont pas encore arrivés. Bonsoir, Ah, bonsoir, vous êtes là. Très bien. Voilà, alors, voilà, bonsoir à vous. Et M. Dougan, si vous arrivez, ben, signalez-vous. À qui profite cette histoire de Jean-Luc Bion et Valérie Yapo? Peut-être que nous avons les yeux orientés vers M. Ouattara, mais peut-être que ce n'est pas M. Ouattara, peut-être que c'est M. Kakou Gikawi. À qui profite tout ce remue-ménage que M. Jean-Luc Bion est en train de faire au sein du PDCI? Je vais commencer avec vous, M. Adjei. Bon, cette histoire de Jean-Luc Bion, je pense que nous allons vers une haute anarque qui a vu KKB accompagner Ouattara dans sa forfaiture. C'est ce que ça me rappelle. Sinon, à Côte d'Ivoire aujourd'hui, on sait qui est qui. Tous les Ivoiriens sont unanimes pour que Ouattara parte. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui veulent que Ouattara soit là pour qu'eux mangent. Donc, si c'est dans ce jeu-là que Jean-Luc Bion est, vraiment, je suis désolé, mais ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer et on le voit venir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour lui, c'est que cette histoire de 2025, là, il n'y aura pas le scénario
Kakabe Ouattara. Ça, ce n'est pas possible. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert, les Ivoiriens sont fatigués, et trop, c'est trop. Tous ceux qui veulent jouer au jeu ne vont pas prospérer. Donc, pour moi, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils soient à l'écoute des Ivoiriens. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que, quand vous parlez de se ressaisir, est-ce que vous pensez que M. Jean-Luc Bion peut faire demi-tour, faire son mea culpa et demander pardon au PDCI et réintégrer le PDCI, vu la situation actuelle? Vous savez, vous connaissez l'orgueil qui remplit certains Ivoiriens. Je ne pense pas que Jean-Luc Bion va présenter ses excuses à qui que ce soit. Pour lui, il est dans sa logique, il a son argent, il mange et il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est sa logique. Mais les Ivoiriens aujourd'hui ont une autre lecture de la chose. Toute personne qui va se présenter pour jouer la carte de Kakabe Ouattara en 2020 ne va pas prospérer. Il faut qu'il se mette ça dans la tête. Voilà. Alors, quels sont les moyens que nous avons pour que ça ne marche pas? Puisque jusqu'à présent, les listes électorales sont telles qu'elles sont. Le président Gbagbo n'est toujours pas sur la liste. Le président Tidiane Thiam a été dépouillé de sa nationalité. Alors, on est seulement à quelques mois. Nous sommes en train d'entrer en juillet là déjà. Alors, qu'est-ce qui vous rassure que ça ne sera pas comme 2020? Ça ne sera pas comme 2020 parce que, comme nous ne cessons de le dire, l'opposition doit être unanime. Nous n'allons pas aux élections avec une telle liste électorale, number one. Nous n'allons pas aux élections avec un truand comme Libali qui a montré ses limites. Donc, si on est ferme sur ça là, en tout cas, ça va nous dépasser. C'est tout. D'accord. Pasteur Aka? Oui, bonsoir, c'est Sarah. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, M. Aguilé et tout le monde, voilà. Bonsoir, Pasteur Aka. Oui, soyez bienvenus tous. Bon, il faut dire que il faut aller un peu plus en profondeur à partir de votre de la thématique de ce soir, à partir des analyses que vous faites. Parce que il y a plusieurs points qui nous interpellent aujourd'hui. Et il faut analyser tous les points. Mais en même temps, il faut aussi être constant dans des prises de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PDCI est en face d'une réalité. La réalité, elle est quoi? C'est que le PDCI veut revenir au pouvoir. Et le PDCI essaie de se donner les moyens, se donne les moyens avec un leader dont il estime peut faire la majorité, ou bien fait déjà la majorité au sein du parti, mais peut être un candidat influent qui est en la personne de M. Tidiane Thiam. Mais en même temps, quand on analyse aujourd'hui l'environnement actuel, face au pouvoir, nous voyons que celui sur qui le PDCI compte n'est pas encore a été, disons, exclu de la liste électorale, rencontre tout un tas de problèmes, même si les problèmes qui sont invoqués sont injustes, mais ce sont des faits qui existent. Alors, l'analyse qui est faite est de savoir, est-ce que si cette situation demeure perdue jusqu'au jour des élections,
si l'opposition n'obtient pas ces revendications et qu'effectivement il y a élection, quelle sera la position du PDCI RDA, qui n'a pas encore un candidat, qui est sur la liste électorale? Vous voyez, c'est vrai que M. Bion, depuis plusieurs années, il manifeste le désir, mais il n'a pas su mener sa politique. S'il avait su mener sa politique, il serait bien compris au niveau du PDCI. On a vu que c'était une ambition, mais l'ambition n'était pas bien mûrie. Alors, aujourd'hui, le même problème que le PDCI a, c'est le même problème que le PPACI a. C'est le même problème que le COGEC a. Parce que le leader du PPACI n'est pas sur la liste électorale. Le leader du COGEC n'est pas sur la liste électorale. Or, ce sont des leaders influents qui ont une popularité au même titre que de M. Thiam. Alors, la question qui est posée, c'est vrai qu'il y a une pression qui est faite, il y a une volonté qui est exprimée. Et il faut persister dans cette volonté tant qu'il n'y a pas de changement de commission électorale. Tant que le RE ne se fait pas, il ne doit pas avoir d'élection. Parce que nous ne voulons pas aller aux élections dans ces conditions contre M. Ouattara. Mais qu'est-ce que le RHDP peut faire? Le RHDP peut doubler tout le monde. C'est-à-dire, à leur congrès, ils peuvent désigner quelqu'un selon le choix de M. Ouattara. M. Ouattara peut dire, je ne suis plus candidat ou bien que je démissionne. Ils choisissent quelqu'un. Parce que si c'est ma personne qui est le problème, je ne suis pas candidat. Et il va positionner quelqu'un. Mais en même temps, positionnant quelqu'un, est-ce que l'opposition ira aux élections avec cette commission électorale? Est-ce que l'opposition ira aux élections sans qu'il y ait une révision ou bien une audit de la liste électorale? Tout ça, ce sont des interrogations qui se posent. Oui, parce que si jamais c'est ce qui se passe, le PPACI n'aura pas de candidat. Le PDCI n'aura pas de candidat. Ce qui donne les hauts les mains au RHDP. C'est la raison pour laquelle je pense que l'opposition doit être constante. C'est-à-dire le rapport de force de l'opposition, candidat ou pas candidat, c'est de faire en sorte que les revendications ils puissent obtenir changement, ils puissent obtenir satisfaction. Parce que s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de satisfaction, et que le RHDP au dernier moment choisit un autre candidat sans changer la commission électorale, sans refaire la liste électorale, les leaders de l'opposition ne seront pas sur la liste, ils ne pourront pas être candidats. Donc, vous voyez un peu. Donc, un peu, en faisant l'analyse dans ces deux sens, M. Bion, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, c'est vrai que je n'ai pas la popularité au niveau du PDCI, mais je ne peux pas aller aux élections si je n'ai pas le soutien de mon parti politique. Je peux accepter tout ce qu'on me dit, mais étant donné que la situation est comme ça, essayons d'avoir un autre candidat. Essayons d'aller à une élection pour choisir au moins un autre candidat. En principe, en faisant ce raisonnement, c'est une façon, c'est un aveu, une façon d'abandonner les revendications de l'opposition. Vous voyez, c'est un aveu, c'est une façon, parce que certaines personnes veulent aller aux élections malgré tous les problèmes qui sont sur la liste électorale, la commission qui n'est pas rassurante, et tout ça. Vous voyez. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, on ne doit même pas parler même des candidats, d'une candidature quelconque. À votre avis, quel est l'impact de tout ce que Jean-Luc Bion fait aujourd'hui sur l'avenir politique du PDCI et de son candidat? Parce qu'on s'en va vers octobre et jusqu'à présent,
cette histoire avec Jean-Luc Billon continue, est-ce que ce n'est pas en train justement d'éloigner le PDCI du but le plus important? Ou bien alors est-ce que ça fait de la publicité pour M. Tidiane Thiam en train de montrer que Jean-Luc Billon est un faux, donc Tidiane Thiam est vrai? Oui, logiquement, ça, pour ma part, ça ne fait rien. Jean-Luc Billon est dans sa logique. Il a toujours dit que je vais être candidat. Seulement, c'est parce qu'il s'oriente mal, c'est parce qu'il se prend mal. Déjà, il doit comprendre que la base au niveau du PDCI ne le veut pas comme candidat du PDCI. Ça, il doit le réaliser, même s'il y a une convention qui est faite demain, les gens vont choisir un quotidien. Ça, il le sait. Vous voyez, donc, tout ce qu'il est en train de faire, moi, je pense que c'est pour alimenter la toile politique. Ça ne peut pas diminuer aujourd'hui l'ampleur qu'a le PDCI. C'est pas possible. Le contraire, ça donne même encore plus de force à M. Tidiane Thiam. Parce que tous ces acharnements sur sa personne, tous ces acharnements à cause de lui, ben, même si quelqu'un ne l'aime pas, même si quelqu'un ne veut pas le voter, on se dit, mais attends, pourquoi les gens sont acharnés trop sur ce monsieur? C'est qu'il y a quelque chose. Sur sa personne, il a une influence. C'est ça, parce que même le pouvoir, aujourd'hui, s'acharne sur lui. Est-ce que vous voyez? Donc, il est influent. Donc, ce que M. Billon fait, moi, je pense que on n'a même pas besoin de trop s'inquiéter pour ça parce qu'il a toujours exprimé, il s'est toujours exprimé. C'est lui qui se prend mal. Il peut faire une campagne sans s'appuyer sur le PDCI. S'il est aimé par les Ivoiriens, les Ivoiriens vont le voter. C'est tout. Mais s'il pense qu'il a besoin du soutien du PDCI, ben, il n'a pas de choix. Ou de salir le PDCI pour arriver il doit se ranger. Il doit se dire, bon, c'est vrai que je m'ai passé. Le problème, c'est quoi? Le problème est que ce que nous avons en Côte d'Ivoire avec nos leaders, c'est que les leaders regardent leur propre intérêt, mais ils ne regardent pas le besoin de leur parti politique ou bien le besoin de la nation. Mais ces gens-là doivent se mettre au-dessus de ses intérêts personnels. Et il doit comprendre que au PDCI, de la même manière que les gens ont soutenu Oufoué, de la même manière que les gens ont soutenu Bédié, aujourd'hui, les gens soutiennent Tidiane Thiam. Que ce soit bon ou mauvais, mais c'est lui que les gens soutiennent. Dans tous les congrès, il a eu la majorité. Donc, normalement, M. Jean, il doit se dire, ben, il faut que je m'aligne. Voilà. Il va pas, on peut pas comparer Jean-Luc Billon à Kakabe. Non, c'est pas c'est pas les mêmes scénarios. Parce que si M. Ouattara veut fabriquer un candidat pour aller contre lui, il va le faire. Mais je ne pense pas que ça soit Billon. Vous voyez? Mais je pense que M. Billon doit comprendre que le PDCI aujourd'hui a les yeux fermés. Pour eux, là, si ce n'est pas Tidiane Thiam, la majorité, il n'y a personne d'autre. Et quelque part, ils sont dans une position de confrontation contre le pouvoir Ouattara. Pour dire, nous, notre champion là, c'est lui là qui peut faire face à Ouattara. Au moins, il connaît le milieu, même si les Ivoiriens ne le veulent pas, mais par rapport au RHDP là, c'est Tidiane Thiam. Donc, ou c'est lui ou c'est pas lui. Si c'est pas Tidiane Thiam, le PDCI ne reviendra pas au pouvoir en 2025. Et c'est pareil, le PPACI s'est dit, pour nous là, si c'est pas le président Babo, qui va confronter le RHDP, il n'y a personne d'autre. En ce moment-là, on ne reviendra pas au pouvoir en 2025. Ou ça passe, ou ça casse. C'est pour ça qu'ils sont fermes. Ils disent, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan... Notre plan, notre candidat, c'est notre candidat. Maintenant, là où ça va être intéressant, bon, Dieu a le dernier mot, hein, mais là où ça va être intéressant, quelle va être la stratégie du RHDP, disons, à leur congrès? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Parce que la seule erreur que le RHDP fera, c'est de pouvoir choisir le président Ouattara comme leur candidat. S'ils font cette erreur, là, ils ont tout gâté. Mais ils ont leur raison.
Mais s'ils choisissent quelqu'un d'autre, en dehors de la personne du président Ouattara, peut-être que Ouattara va leur proposer quelqu'un d'autre. En ce moment-là, l'opposition doit revoir son plan. Voilà, c'est pour cela que moi, je veux conclure pour dire que, candidat ou pas candidat, aujourd'hui, l'objectif d'avoir une élection transparente, crédible et inclusive, c'est que les revendications de l'opposition doivent être fermes et maintenues. C'est-à-dire, jusqu'au dernier jour, tant qu'on n'a pas de, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas ce dialogue, il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui ne va pas se passer? C'est que si on considère qu'il n'y a pas d'élection. On ne fera aucune élection avec qui que ce soit tant que ces réformes-là ne sont pas faites. Si l'opposition reste dans cette logique, la bataille sera gagnée. Mais si l'opposition essaie de faire une balance pour dire, bon, c'est jamais, on va voir, machin et tout, comment le RAGP va les doubler, bon, machin, mais on s'attend encore à un passage stratégique, quoi, du RAGP. Voilà. D'accord. Merci, pasteur, c'est très bien expliqué. Alors, M. Adjei, vous voulez dire quelque chose sur la question avec Jean-Luc Bion? Est-ce qu'il réussit vraiment à perturber, le PDCI avec tous ces assauts, ces attaques et toute cette hargne contre leur président? Est-ce qu'il a un impact en fait sur ce parti? Non, j'ai confiance au PDCI. Il y a des hommes sages, des hommes aguerris qui peuvent mettre Bion en minorité. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet. Bion peut faire ce qu'il veut, brandir son argent, mais ça ne va pas ébranler le PDCI. J'ai confiance au PDCI, il y a des hommes sages qui vont pouvoir maîtriser tout ce qu'il est en train de faire. Yeah. D'accord. Alors, Jean-Luc Bion est dans une position de déranger le PDCI jusqu'au bout, puisqu'il va d'un problème à un autre. Chaque fois, il y a un nouveau problème. Pendant ce temps, jusqu'à présent, M. Tidiane Thiam est à l'étranger. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il soit rentré en Côte d'Ivoire. Il est toujours à l'étranger. Voilà. Il est toujours à l'extérieur du pays pendant que son parti est en train de faire ce combat-là. À votre avis, c'est quoi? C'est un problème de papier ou de passeport ou bien c'est simplement parce qu'il veut, à partir de l'extérieur, mener un combat contre M. Ouattara? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, rapidement, avant que le pasteur Akan ait quelque chose, vous voyez, nos pays, en dehors des pays de l'AES, les autres pays-là, n'écoutent que la France. Et donc, ce sont des pays qui sont soumis au dictat des maîtres. Et donc, c'est ce que la France dit, ce que l'extérieur dit qui est important chez eux. Et donc, ce que Tidiane Thiam est en train de faire aujourd'hui, c'est ça le real politics. Il se sert de l'étranger pour pouvoir mettre la pression sur Ouattara. Parce que Ouattara n'écoute que les petits blancs. Ce sont des, comme Ibrahim Traoré les appelle, les esclaves de maison. Le petit blanc, quand il parle, sa parole a plus de valeur. Et c'est cette parole-là que les Ouattara, les esclaves de maison, écoutent. Donc, ce que Tidiane Thiam est en train de faire aujourd'hui, le lobby qu'il est en train de faire là, ça peut influencer Ouattara. Mais est-ce qu'il est là-bas seulement à cause du lobbyisme ou bien parce qu'il n'a pas la documentation qu'il faut pour entrer en Côte d'Ivoire? Voilà un peu ma question. Non. Tout le monde sait que Tidiane Thiam est ivoirien. Et en dehors de Tidiane Thiam, Ouattara n'est pas ivoirien. Mais pour moi, c'est ce qui me nerve en fait.
Que les Ivoiriens se laissent berner par un Burkinabé. On sait qu'il est voltaïque de haut en bas et il est berne. Moi, c'est ce qui m'énerve. On est où là? Come on. Il faut qu'on sorte de ça, de cette gabélie là. Come on. Entre Tidiane Thiam et Ouattara, qui est ivoirien? Vous savez, je pose la question parce que on ne sait pas encore pourquoi M. Tidiane Thiam passe tant de temps hors du pays, parce que quand même, avec toutes les situations qui sont là, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable qu'il soit sur le terrain? Non. Plutôt que de faire un lobbyisme à l'extérieur? Il n'y a rien sur le terrain. Sur le terrain, c'est la démagogie. Même les intellectuels sur les plateaux, quand tu les écoutes, vraiment, il n'y a pas de substance. Mm-hmm. Donc, le combat se mène à l'étranger. C'est le maître esclave qui peut influencer les gens comme Ouattara et sa clique. Tu viens qu'il a compris le jeu. Il a compris le jeu. C'est un petit blanc qui peut influencer Ouattara. Sinon, Ouattara n'a aucun respect pour Gbagbo, pour Bédié. Bédié, bon, il a envoyé où il devait l'envoyer, parce que Bédié lui-même s'est fait avoir. Donc, les Ouattara n'ont aucune considération pour le nègre, pour le noir, sont semblables. Il faut qu'il suffit qu'un petit blanc dise non, Ouattara va sur ses genoux. Et Tidiane Thiam le sait. Donc, il a en train de jouer le real politics. Voilà. D'accord. Même s'il est en train de faire le real politique, à votre avis, quel est le temps idéal pour que Tidiane Thiam revienne au pays? Est-ce qu'il doit continuer encore à rester là-bas et venir seulement à 2 mois pendant que son nom n'est pas sur la liste électorale, pendant que la liste électorale n'est pas révisée? Alors, tout le lobbyisme qu'il est en train de faire, si ça ne porte pas de fruits, à quoi est-ce que cela aurait servi de toutes les façons? Il va revenir au moment opportun. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'opposition ivoirienne sera unanime. Nous n'allons pas aux élections avec une telle liste électorale. C'est une liste électorale qui est bâclée. Coulibaly Clubière disons, il a raté. Il a fait un mauvais travail et on doit le chasser. Parce que même quand tu es au college, je parle pas d'université, hein, juste college, on te donne une dissertation, un research paper. Et puis tu fais ton research paper, puis tu es hors sujet. Mais tu vois tel. Et Coulibaly Clubière, il sait qu'il a tel parce que la liste électorale qu'il a produite là n'a aucune valeur, ça ne mérite pas le fonds que le peuple ivoirien lui a confié. Et donc, il en est conscient. Une telle liste électorale, on doit la déchirer, la mettre à la poubelle, et les Ivoiriens vont créer une nouvelle liste électorale. Ça, Coulibaly Clubière le sait. Il n'a qu'à jouer le jeu qu'il veut, parce qu'il est un rebelle. RDR, il peut tourner la loi comme il veut, dans tous les sens, mais une loi, c'est une loi. Elle est écrite par les hommes, elle doit être interprétée de la même manière. Il n'y a pas une loi RHDP, une loi ailleurs. Donc, Coulibaly Clubière n'est pas le seul, le plus intelligent, sinon le seul intellectuel à Côte d'Ivoire. Et donc, il doit le savoir. Et donc, Tidiane Thiam va revenir, et vous verrez que les Ivoiriens seront unanimes sur ce fait-là. Nous n'allons pas aux élections avec une telle liste électorale. Si elle n'a pas été auditée, si Coulibaly Clubière n'a pas démissionné pour avoir fourni un trash aux Ivoiriens, nous n'allons pas aux élections. C'est clair et net. Quand tu as raté, tu as bafoué ton travail, tu as bafoué. Tu as 0, et puis voilà, on te chasse de la classe, ou bien on te donne une deuxième chance de refaire ton devoir. Bon, voilà, c'est tout. Ils ont plus passé par là.
Oui. Pasteur Aka, parlant du lobbyisme de M. Tidiane Thiam, hein, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, bon, il faut dire que pour nous autres, parfois nous sommes un peu réservés parce que, vous savez, aujourd'hui, avec la tendance africaine, la majorité des Africains veulent vraiment sortir de cette influence occidentale. Oui. Mais quand on regarde la particularité de la Côte d'Ivoire, la France, pour ne pas dire l'Europe en général, détient près de 90% de notre capital. Donc, la Côte d'Ivoire constitue une base importante pour eux, à cause non seulement de sa richesse et puis de son environnement et de sa position stratégique au niveau de la sous-région. Le président Ouattara est dans le système mondial. Tidiane Thiam est dans le système mondial. Donc, il sait comment le nouveau ordre mondial fonctionne. Et tous les acteurs économiques ont peur de voir la Côte d'Ivoire dégringoler, aller dans une violence. Parce que ça ne va pas leur arranger. Parce qu'à cause des investissements qu'ils ont, la France a plus de 300 compagnies au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Europe en général. Donc, les étudiants ont compris que, OK, sur le plan local, M. Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, il ne s'est jamais assis avec l'opposition. Il n'a jamais parlé à qui que ce soit, si ce n'est pas seulement son parti politique. Pas de dialogue direct entre lui et la population ivoirienne. Il n'y a pas de dialogue direct entre lui avec ses frères ivoiriens de l'opposition. Il n'y a jamais eu ce dialogue. Et lui-même, il a dit une fois dans ses interventions, il dit il ne doit à personne si ce n'est qu'à la France. Vous voyez? Alors, M. Tidiane, il vient, il est sur le terrain, il constate que malgré toute l'influence, malgré même la présence de l'ancien président, du président Gbagbo, M. Ouattara reste toujours dans sa position. Je ne suis pas dans un dialogue, quoi que ce soit. Je ne fais pas de réforme, je ne fais pas de changement. Il a bouclé tout ce qui est comme forme institutionnelle sur le plan juridique, sur le plan législatif. Il est l'exécutif, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres. Donc, les étudiants ont compris dans un premier temps que, ce monsieur-là, il est puissant. Il n'est pour rien, il est dans le système, il connaît le fonctionnement de l'ordre mondial. Pour pouvoir l'amener à bouger, il faut que je rentre dans son réseau, il faut que je parle à son réseau. Il faut que son réseau intervienne. Parce que la force aujourd'hui du président Ouattara, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Parce qu'il sait que sur le plan national, les Ivoiriens ne sont plus à 100% pour lui. Vous voyez, si ce n'est que ceux qui sont nationalisés. Donc, M. Tidiane a fait ce lobbyiste-là, non seulement pour informer la communauté internationale, mais pour leur dire, c'est vous qui avez intervenu, l'ONU, l'Union européenne, la France, c'est vous qui avez fait que le président Ouattara est là aujourd'hui, après la rébellion. C'est vous qui avez bombardé la résidence du président Gbagbo. Donc, on considère que vous êtes responsable de la crise post-électorale, de la crise ivoirienne. Aujourd'hui, après avoir fait 3 mandats, il faut un changement. Et vous ne pouvez pas continuer à rester dans une position de non-vue pour que la constitution ivoirienne soit encore brisée, violée, pour qu'on écarte encore les leaders politiques.
ça va envoyer un chaos dans le pays. Donc, il faut que vous faites quelque chose. Donc, voilà la mission de M. Tidjam Thiam à expliquer. Deuxièmement, il y a aussi sa propre sécurité. Parce qu'il sait qu'il a le soutien de son parti politique. Et le parti politique est impliqué, est implanté en Côte d'Ivoire. Ils sont... Donc, il n'a pas cette inquiétude. C'est vrai qu'il travaille avec ceux qui sont autour de lui. Il a mis des gens de confiance autour de lui, qui connaissent aussi la politique, qui sont aussi sur le terrain. Donc, son absence, comme sa présence, n'est pas une inquiétude, puisque c'est sûr qu'il leur a expliqué la valeur du combat. Il leur a expliqué les objectifs. Il leur a expliqué, puisqu'il a les raisons de son absence. Les raisons de son absence, il a expliqué ce qui se passe, parce que l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on sait un peu comment ça se passe. Donc, je pense que ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont dans son bureau, ils ont compris que le combat ne se fait pas seulement de façon interne, mais ça se fait aussi de façon externe. Et c'est ce qui a été la faiblesse du FPI de l'époque avec le président Gbagbo, qui n'avait pas sur le plan de la diplomatie de soutien réel. À l'extérieur. À l'extérieur. Donc, il y a non seulement sa propre aussi sécurité, parce qu'il peut être en Côte d'Ivoire à faire cette tournée, et puis quelqu'un peut tirer sur lui un peu carrément. Donc, quelque part, il va revenir en triomphe. Le jour qu'il va annoncer son arrivée, c'est tous les militants du PDCI qui vont l'accueillir à l'aéroport. Ça sera un retour triomphal. Ça sera pas un retour clandestin. Donc, il y a ça aussi, cette stratégie. Donc, je pense que c'est vrai qu'en politique, on peut dire, bon, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas là. Mais déjà, même ce qui est en train de se passer là, ça fait sa publicité. C'est ça. Donc, il faut voir ça de façon positive, quoi. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas Gikawe aussi, parce que dans le PDCI, il y a quand même beaucoup de racailles qui se signalent. Alors, M. Kakou Gikawe, qui s'est prononcé et qui apparemment, si mes investigations sont vraies, si mes informations, sont correctes, qui a fait une annonce de démission, n'est-ce pas? Oui, le cas Gikawe, personnellement, ça m'a surpris. Même si sa décision peut s'expliquer, mais vu l'expérience qu'il a, vu l'âge qu'il a, vu le respect qu'il a au PDCI, je pense qu'il a choisi le mauvais moment pour démissionner. Parce que la pression aujourd'hui qui se passe, la tension aujourd'hui qui se passe au niveau du PDCI, on pouvait tout attendre en dehors d'un homme aussi expérimenté comme lui. Mais là, vraiment, il a démontré que il n'est même pas sincère avec le président Thiam. Parce que... Oui, mais est-ce que ça, c'était pas attendu, puisque nous savons tous que ça fait longtemps que M. Gikawe fait un pied dedans, un pied dehors. Il avait fait le même jeu avec M. Kakabe, ce n'est pas arrivé loin. Et cette fois-ci, il le fait avec Jean-Luc Billon, et puis maintenant, il rend sa démission. Est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel on s'entendait déjà plus ou moins? Non, vous savez, c'est vrai que les gens n'expriment pas réellement leur mécontentement. Parce que ce soit Billon, que ce soit Gikawe, vous voyez, c'est des gens qui militent au PDCI depuis longtemps. Vous voyez, et M. Gikawe, il n'arrive pas à exprimer ses réelles ambitions. Il aurait souhaité que ce soit lui qui soit plébiscité comme président du PDCI. Mais il n'a pas les moyens qu'il faut. Il n'arrive pas à exprimer cela. Il n'arrive pas à le dire ouvertement. Même s'il le veut, il n'a pas les armes qu'il faut pour conquérir le leadership. Vous voyez? Et en acceptant d'être conseiller politique de M. Tidjam Thiam, je pense que la sagesse l'aurait habité pour dire, quand tu aimes ton leader, même s'il a commis une faute, tu vas vers lui et puis tu lui expliques ton mécontentement. J'aurais souhaité qu'avec la sagesse qu'il a, qu'il dise directement à son jeune frère
écoute, c'est vrai que tu as pris une décision stratégique par rapport à toutes les pressions, tout ce qui se passe. Pour l'amitié que j'ai pour toi, tu aurais pu quand même demander mon avis. Peut-être que j'avais une autre façon de me. Bon, comme tu l'as fait, mais sache que en tant que ton conseiller politique, parfois c'est bon aussi de demander mon avis. Je pense que ce serait plus sage pour lui. Mais malheureusement, l'orgueil, bon, vous allez m'excuser, hein, ceux qui disent, ça c'est le caractère bêté. Ok. Voilà. Ça c'est le caractère bêté. Et parfois, le bêté, il est direct, hein. Il est direct. Si ça le plaît, il te dit. Si ça ne le plaît pas, il te dit aussi. Mais là, il agit émotionnellement et il est obligé aujourd'hui d'encaisser tout ce qu'on peut dire sur sa personne. Voilà, mais comme je le dis, ce sont les ambitions qu'il a qui n'arrivent pas à expérimenter. Et c'est les mêmes ambitions que a Dion. Ils n'arrivent pas. Mais vous savez, le destin qui est là, quand quelque chose n'est pas prévu pour toi là, à un certain moment, tu dois réaliser que ce n'est pas ton temps ou c'est pas pour toi. Je vais conclure ceci. Je parlais à un serviteur de Dieu. Là, je rentre un peu dans le domaine spirituel. Qui me disait, en tout cas, il m'appelle papa. Bon, papa, écoute, en tout cas, Dieu m'a appelé à servir. Je lui ai dit, c'est une bonne chose, que Dieu soit loué. La mention est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais Dieu t'a appelé là. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de serviteurs font. Dieu t'a appelé. Et tu as répondu d'abord à l'appel avant d'entrer dans le ministère. Parce que quand Dieu t'appelle, il faut répondre d'abord. Quand tu réponds, il te donne maintenant les instructions. Et puis maintenant, tu rentres dans le ministère. Mais Dieu t'appelle, tu ne réponds pas, et puis tu commences le ministère. Mais tu vas te casser la tête. Tu vas te casser la tête. Parce que c'est comme, j'ai dit, Monsieur Agueyi, je vous appelle, Monsieur Agueyi. Monsieur Agueyi ne me répond pas, et puis il se présente. J'ai dit, mais je t'ai appelé, tu ne me réponds pas, et puis tu te prends. Il va me dire, mais tu m'as appelé, je ne réponds pas, mais je suis présent. J'ai dit, non, il faut me répondre d'abord. Pour dire que tu as entendu mon appel, tu as entendu ma voix. Donc tu me réponds. Maintenant, je te dis pourquoi je t'ai appelé, et maintenant tu rentres dans l'exercice pour lequel je t'ai appelé. Donc, M. Kaï veut diriger le PDCI. Il a cette ambition, mais il s'y prend mal. Et encore, il va passer à côté de tous les honneurs qu'il peut avoir en tant qu'un ancien. Moi, je pense qu'il doit se repentir. C'est vrai, c'est sur l'émotion, et puis il doit revenir à la raison, et puis bon, voilà, se mettre là où il faut se mettre, quoi. D'accord. Monsieur Agueyi, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Il faut quand même reconnaître que ça fait beaucoup d'années que M. Gikawi est dans cette position de assis sur une fesse, attendant l'opportunité pour se lever d'un coup, et c'est ce qu'il vient de faire. Parce que ce n'est pas le premier incident avec M. Gikawi quand même, mais cette fois-ci, je crois qu'il est fatigué aussi de rester dans l'ombre, vous ne pensez pas? Maintenant, il est sorti pour dire, bon, écoutez, ça suffit. Est-ce que ça a un impact sur le PDCI? Tous ces remue-ménages que l'on voit là, est-ce que ça affecte vraiment le PDCI, M. Agueyi? Gikawi, vous savez, ce qui manque à nos aînés, c'est souvent la sagesse. Souvent, ils ratent l'appel, comme le pasteur Akadien le dit. Quand tu as un appel, il faut d'abord accepter, répondre avant de te présenter. Gikawi était dans une très bonne posture avec le président Bédié, mais il n'a pas joué franc jeu parce que il avait ce ego-là de s'enrichir et de s'affirmer. Les 18 milliards dont parle l'Union européenne, c'est Gikawi. Et jusque-là, Gikawi n'a pas fait preuve de patriotisme envers le
le peuple ivoirien en général. C'est vrai, le PDCI est d'accord, mais avant d'être PDCI, il faut être d'abord ivoirien. Vous vous souvenez, quand il est venu sur la radio, Jacques Roger, avec Rafik Guessa, il avait posé la question sur le foncier. Mais Gikawe n'en avait jamais parlé depuis son parcours. C'est-à-dire qu'on vole les terres ivoiriennes ou pas, mais ce n'était pas le problème de Gikawe. Gikawe avait un autre agenda. Et pour moi, être politique et puis ne pas prendre à cœur le problème des Ivoiriens, pour moi, c'est peine perdue. Et donc, c'est là que Gikawe lui-même s'est tiré une balle dans le pied. Parce que les Ivoiriens voient. Ils regardent, ils voient, ils écoutent. Et quand ils voient que tu ne milites pas dans le sens de leurs intérêts, bon, eh bien, tu vas subir la rage de la nature. Et ça, bon, sinon, Gikawe était dans une très bonne posture avec le président Bédié. Mais si aujourd'hui, il est, bon, on est arrivé à là, c'est propre torpitude. Ce n'est pas, il ne peut pas accuser quelqu'un, mais c'est lui-même, son propre caractère. Oui, mais justement, quand on parle de comment est-ce qu'on pouvait lui faire confiance, parce que vous savez que les barons du PDCI, ce sont des grands observateurs. Même si Gikawe avait demandé à être président, vous pensez vraiment que le PDCI allait lui faire confiance après tout son passé, tout ce qui s'est passé avec M. Bédié et tout ça? On n'allait pas lui faire confiance, justement. C'est de ça que je viens de parler. Il faut démontrer un patriotisme, démontrer un cœur sincère que c'est vrai, tu es d'un parti politique, mais tu as le fardeau du peuple ivoirien. Et c'est par là que les gens vont te faire confiance. Mais si tu n'as jamais eu le fardeau du peuple ivoirien sur tes épaules et que c'est l'argent qui t'intéresse, les gens vont te vomir. C'est clair. D'accord. Ouais. Je peux dire quelque chose. Oui, Patrick. Oui, vous savez, ce qui est en train de se passer avec M. Gikawe, c'est un peu l'image de nos partis politiques, hein. Je dirais même de Côte d'Ivoire. Vous voyez, et c'est le problème que nous avons avec beaucoup de leaders. M. Gikawe, en tant que militant chevronné, expérimenté, qui a servi au gouvernement depuis Oufo-Boigny, il ne pouvait pas s'imaginer qu'après la mort du président Bédié, que automatiquement, ça allait être M. Thiam. Vous voyez, M. Thiam étant absent du PDCI, je dirais du pays, il vient et puis il est précipité. Ça fait partie de son destin. Vous voyez, et c'est normal que ceux qui sont anciens se posent des questions, mais ils doivent comprendre que les voies de l'Éternel, si je peux m'exprimer ainsi, sont insondables. Vous voyez, c'est pareil au RHDP. Il y a beaucoup parmi eux qui ont des ambitions, mais ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils considèrent que le président Ouattara est là. Au PPACI, c'est pareil. Et c'est ce que M. Gikawe est en train de vivre, les mêmes choses. S'il ne fait pas attention, il va se retrouver un peu comme M. Afin Guessan. Vous voyez, parce que M. Afin Guessan ayant des ambitions, à un certain moment de l'absence de leur leader, du président Gbagbo, il n'a pas été patient. Il a pris le FPI en otage. C'est accroché au FPI.
Or, la sagesse voudrait qu'ils se disent, ah, nous avons été chassés du pouvoir par un coup d'État, il y a eu des problèmes. L'homme même qui incarne le FPI n'est pas là. Quel que soit le pour ou le contre, ce qui est sûr, je vais suivre ses ordres. Et je l'attends. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, il a affaibli carrément le FPI. Le président Gbagbo revient, il crée un autre parti. C'est vrai qu'il peut avoir des raisons, il peut se justifier, mais ça faisait pas partie de sa destinée. Et parfois, nos leaders ne comprennent pas que malgré votre influence, malgré votre ancienneté, ça ne veut pas dire que vous êtes le plus ancien, c'est forcément vous qui devez diriger un parti. Parce que, regardez un peu, M. Tidiamta, la popularité qu'il a au niveau du PDCI. Ça, du PDCI, c'est des doyens, c'est des anciens. On peut parler de corruption, on peut parler d'argent, mais dans le fond, ils ont analysé la caricature du bonhomme. Ils ont dit, bon, attends. Il nous faut quelqu'un qui peut vraiment mettre le PDCI à un certain niveau. Et effectivement, en tant que jeune, il est arrivé, il est en train de redynamiser le PDCI. Vous voyez, même s'il y a des anciens, il y a des doyens qui sont là, qui peuvent diriger le PDCI, mais qui ont compris qui ont eu la sagesse pour comprendre que, ce jeune-là, il fera notre affaire. Mettons-nous autour de lui, encadrons-le, mais il peut être un bon leader. C'est ce qui se passe. C'est pareil. Vous voyez? Donc, je pense que M. Gikawe et Bion, ils sont en train de détruire leur carrière politique. Ils sont en train de... Parce que le PDCI, tous ceux qui ont quitté le PDCI, en tout cas, ils vivent aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés au RHDP. Mais après le RHDP, là, ils n'auront plus de carrière politique. Tous ceux qui étaient au PDCI, qui sont allés au RHDP aujourd'hui, qui sont des ministres, qui sont des leaders, machin et tout, mais si demain le RHDP n'est plus là, ils n'auront plus de carrière politique. Ils vont rester dans une position, soit ils vont disparaître, soit ils vont rester dans leur salon, soit ils seront dans l'oubliette. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas été intègres au parti politique. Ils ont plutôt regardé leur propre intérêt. Donc, pour moi, je pense que M. Ducawe, M. Dion, si ils n'ont pas assez de sagesse pour dire que le PDCI ou rien, on doit soutenir les décisions majoritaires qui sont prises au niveau du PDCI. Donc, même si on a une autre vision, une compréhension de la chose, nous devons soutenir cette vision, cette direction. Ils feront mieux pour eux de dire, bon, nous, on va au RHDP. Là-bas, au moins, on est là-bas. Mais ne pas faire de semblant avoir un pied dedans, un pied dehors, ça fait de vous des traîtres. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas qu'on les considère comme des traîtres, pourtant ce sont des doyens, ce sont des anciens du PDCI. Vous voyez, et pour moi, ça me fait très mal de voir que même M. Gikawe, quelqu'un, je l'ai vu la première fois à l'aéroport de Paris. On espère d'ailleurs que Jacques pourra un jour l'attraper pour nous parce que on le fait efficace dans ce genre d'interview. On espère qu'il pourra nous le ramener pour qu'on comprenne réellement les raisons profondes de ses actions. Je me dis quand même aussi que M. Bion et M. Gikawe manifestent un manque de respect très profond vis-à-vis de M. Tidiane Thiam, et par leurs actions, on se rend compte vraiment qu'ils ont quelque chose contre M. Tidiane Thiam, parce que, écoutez, si vous voulez démissionner avec le temps passé dans le PDCI, avec le charisme ou bien la position de doyen de M. Gikawe, il aurait peut-être mieux valu attendre que M. Tidiane Thiam rentre au pays avant de présenter cette démission. Mais en fait, ils font les choses avec tellement de haine que c'est malsain quand on voit ce qu'ils font. Le président hors du pays, le président a des problèmes, le président est en train de lutter justement pour que son nom soit sur la liste électorale, pour que les élections soient claires et nettes et justes. Et pendant ce temps, vous
qui aide ses collaborateurs, à qui, je me rappelle d'ailleurs à cette sortie du PDC où il a honoré M. Guy Kaouye, c'est devant tout le monde, et que pendant qu'il n'est pas là, que le parti traverse toutes ces vagues-là, qu'on puisse encore venir démissionner, je trouve que c'est dommage pour le PDCI, surtout pour ceux qui sont partis, voilà, parce que actuellement le PDCI ne démord pas, ils sont dans leur logique, ils veulent M. Tidiane Thiam et ils sont prêts à se battre pour que cela arrive. Alors, votre mot de fin, voilà, je crois que M. Tidiane Thiam aussi est en train de faire son baptême de feu par rapport à la politique ivoirienne. Alors, ma dernière question, est-ce que vous pensez que ces choses qui sont en train de se passer risquent de changer un peu le caractère de l'homme Tidiane Thiam? Est-ce que ça ne va pas le pousser à devenir quelqu'un d'autre avec toute cette persécution dirigée contre lui? Et puis, après avoir répondu à cette question, vous pouvez donner votre mot de fin. Je vais commencer par M. Adjei. M. Adjei? Bien, j'ai compris votre question. Vous savez, l'homme s'affirme toujours par sa manière de faire, ses agissements, sa façon de parler et son caractère qu'il démontre aux yeux du monde. Tidiane Thiam est ce qu'il est. Je ne pense pas que du jour au lendemain, quelqu'un peut changer pour devenir autre chose. Aujourd'hui, quand nous regardons le panorama politique ivoirien, tout le monde sait qui est Draman Ouattara. Draman Ouattara est un serpent, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour pour l'être humain, il n'a que ses intérêts et c'est quelqu'un qui est soumis à ses maîtres. Ce sont les esclaves de maison. Tidiane n'est pas un esclave de maison. Donc, Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui va se battre comme il peut pour faire en sorte que la situation politique de la nation soit quand même acceptable. Et donc, il va se battre. Il ne changera pas, quel que soit ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous avons un problème en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a eu le malheur de faire acquaintance avec des gens acculturés. Parce que on a toujours connu la Côte d'Ivoire comme un pays hospitalier, un peuple hospitalier, et donc un peuple qui a des valeurs. Mais aujourd'hui, il y a un autre peuple qui est venu en Côte d'Ivoire et qui a détruit les valeurs du peuple ivoirien. Regardez un peu comment ils interprètent les lois qui ont été écrites. Les lois sont écrites par des gens, par des juristes. Mais la même loi est interprétée sur plusieurs formes en Côte d'Ivoire. Et c'est grave. Donc on voit que nous sommes dans une eau trouble, tellement trouble que la Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir si elle ne chasse pas ces gens de mauvaise foi, ces oiseaux de mauvaise augure. Et donc, malheureusement, c'est à cela que nous assistons. Sinon, un problème d'ivoirité, de Thiam ou quelqu'un d'autre ne devrait pas poser un problème. Parce que Thiam n'est pas un apatride. Il est né quelque part, il a des affiliations quelque part. On sait que c'est le petit-fils du faux Boigny. Donc personne, si la terre ivoirienne, ne pouvait venir contester son ivoirité. Mais avec le RHDP et Draman Ouattara, ce sont des choses auxquelles nous assistons et c'est malheureux. Bref, la Côte d'Ivoire a besoin de délivrance. C'est là mon mot de fin. Merci, M. Adjei.
La Côte d'Ivoire a besoin de délivrance. Eli Pada nous a dit que dans 9 jours, M. Ouattara va tomber. On espère que c'est cette délivrance-là qui va arriver. Allez-y, Voilà. Pasteur Aka, pour votre réponse et votre mot de fin. Oui, merci. Hein. Vous savez, moi, peut-être parfois quand je parle, je fais des analyses de fond et avec les citoyens. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à la Côte d'Ivoire, face au pouvoir qui est là, la personne qui peut influencer le pouvoir sur le plan extérieur, c'est M. Tidiane Thiam. Mais la personne qui peut faire face... Mettez-vous en mute hein, si vous avez fini de parler. Voilà, merci. La personne qui peut faire face à l'Occident, c'est le président Gbagbo. Vous voyez, parce que le président Gbagbo, il a d'abord l'expérience et il a été victime du plan de l'Occident contre son gouvernement. M. Tidiane Thiam est dans le système. Et pour influencer le président Ouattara, il faut l'Occident. Ouais, donc, pour guérir la Côte d'Ivoire, peut-être que nous sommes obligés de prendre un remède amer dont nous n'avons pas besoin, parce que nous voulons nous en débarrasser de ce pouvoir qui sera, et ce remède, ça peut être le président Thiam. Mais face à l'Occident, les étudiants Thiam ne peut pas être la personne idéale, parce qu'il est dans le système de l'Occident. Mais si nous voulons vraiment sortir de toute cette influence occidentale, le président Gbagbo sera idéal. En dehors des autres candidats, peut-être qu'on ne connaît pas encore. Ouais, donc, le combat interne, Tidiane Thiam est un bon leader contre le président Ouattara. Parce qu'il est dans le système. Et le pouvoir en place a plus peur du président Thiam que du président Gbagbo. Or, l'Occident a plus peur du président Gbagbo. Parce qu'ils savent que si le président Gbagbo vient là, il ne va pas commettre les erreurs qu'il a commises avant. Il ne va même pas dealer même avec eux. Ce serait une rupture totale. Alors la question que moi je me pose, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à faire cette rupture actuelle? Est-ce que nous sommes assez préparés à la rupture catégorique comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger? Si nous sommes prêts à cette rupture, en ce moment-là, on choisira quelqu'un qui n'est ni le président Thiam. Si ce n'est pas le président Gbagbo, il faut un patriote. Voilà ma réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Aka. Voilà. Amen, amen, que Dieu vous bénisse aussi. Écoutez, on n'est jamais prêt, hein? C'est les circonstances qui imposent, si je peux ainsi dire, la prêtrise. Donc, on n'est jamais prêt. Si les Africains se lèvent, ils se lèvent et puis voilà. Qui aurait imaginé que le Burkina serait là où il est aujourd'hui avec le capitaine Ibrahim Traoré? Personne. Donc, on espère, comme vous le dites, qu'on aura un patriote qui va aider la Côte d'Ivoire à sortir de cet assujettissement qui lui est imposé par la France. Voilà. Merci. On espère que le combat va continuer. D'ailleurs, on a entendu le président Gbagbo dire la dernière fois que le problème du PDCI, c'est son problème, le problème du GPS, c'est son problème. Donc, on sent maintenant une forme de ralliement de tous les partis politiques. On espère que ça va continuer. En tout cas, on se retrouve le mercredi pour parler encore d'un autre sujet. Entre-temps, passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Demain mardi avec Kwasi Dougan. Si avec M. Kwasi Dougan au